Le fait que l'image ne doit pas manger cette particularité que la peinture est d'abord constituée de taches, de coulures, de grumelots, de parties rugueuses, de parties lisses, de parties grasses, de parties tendres, de parties maigres, etc. etc. Et donc, il faut qu'il y ait constamment possibilité pour le lecteur d'une peinture de pouvoir aussi savourer cet espace-là, cet espace qui n'a rien à voir avec le sujet même de la peinture. Et c'est ça qui m'a gagné petit à petit, c'est aussi de s'intéresser à une certaine qualité de la peinture elle-même. Alors, ce duel entre, je dirais, contenu imagier qu'il peut y avoir dans une peinture et puis la façon dont la peinture est peinte elle-même fait que quelquefois des gens qui ne sont pas des amateurs de peinture ne s'intéressent qu'à l'image et ne s'intéressent pas réellement à la façon dont c'est peint. Or, la façon dont c'est peint est extrêmement importante. Elle est constitutive même de la façon de recevoir l'image. C'est-à-dire que une peinture de Frans Hals, c'est pas par le sujet, bien sûr le sujet est important, mais c'est pas dans le sujet que c'est le plus important, c'est dans le faste avec lequel la touche est brossée très largement. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre Velázquez et d'autres, c'est que l'aisance avec laquelle il va peindre, ce qui fait aussi quelquefois le côté extrêmement intéressant de certaines peintures de Goya, c'est au contraire la façon où on voit le travail hésitant ou revenant sur les choses, etc. Donc il y a dans la façon, je dirais, de jouer avec la peinture quelque chose qui conforte ou qui apporte un plus considérable à l'émotion qu'on peut ressentir. C'est-à-dire qu'entre une peinture purement rugueuse, violente, faite dans la pâte même, comme par exemple chez Van Gogh, où on sent en même temps toute la matière brassée, il y a aussi tout le tourment qui est là-dedans. Au contraire, une peinture extrêmement élégante, très enlevée, même très légère, comme par exemple chez Fragonard ou d'autres, là, au contraire, ça conforte cette idée de sophistication un peu légère. Donc tout ça, ça aide complètement à faire passer un sentiment ou une idée. Pour moi, c'est important, puisque tout mon travail est cette interrogation sur la peinture. Pour moi, il est important aussi de bien faire voir que la manière a son importance. Et le mot manière, même s'il est souvent considéré comme péjoratif, pour moi, il est important. Faire un peu, comme c'est un peu tendance, je dirais, faussement brut, c'est aussi une capacité, c'est aussi une possibilité de faire. Mais je crois que montrer franchement le métier, pour moi, ça me paraît extrêmement important. Ça me paraît extrêmement important parce que je crois que ça serait tricher que de faire croire qu'on fait faussement brut. Je crois que quand on dispose d'un métier, il faut que ce métier soit montré. Il faut pas avoir peur de l'utiliser, même si c'est pas tendance, je dirais. Chaque technique a des qualités qui leur sont propres. Il est évident que par exemple la peinture à l'huile a une capacité de fusion assez extraordinaire. Sa lenteur de séchage permet d'obtenir effectivement des fusions lentes et donc des passages extrêmement modulés. Ça a aussi des inconvénients. Dans la spontanéité, c'est plus difficile. L'apport de l'acrylique a aussi ses inconvénients parce qu'il l'oblige à travailler très très vite puisque ça sèche très vite et si on ne veut pas avoir un aspect trop sec, il faut la travailler, enfin dans mon cas c'est ce que je fais, assez rapidement. Donc ça nécessite une capacité à pouvoir travailler presque dans l'urgence, une obligation même, à travailler presque dans l'urgence pour arriver à avoir des fusions qui soient à peu près équivalentes. Ce que j'essaye de faire moi dans le travail que je montre là, c'est de mélanger le plus possible aussi, d'apporter le plus de variété possible dans ce travail. C'est-à-dire que quelquefois je vais utiliser des pigments purs que je vais jeter sur la toile. D'autres fois je vais travailler avec de l'acrylique. Quelquefois il va m'arriver de revenir avec un glacis. Donc varier le plus possible pour avoir comme ça cette possibilité de pouvoir, exactement comme en cuisine, je dirais, découvrir des saveurs dans le même plat qui puissent être variées, à ne pas avoir une uniformité, mais au contraire pouvoir avoir différentes saveurs à l'intérieur de la même pièce, quoi, du même tableau.
Donc c'est dans cette mixité des apports, des choses qui sont complètement hasardeuses, parce que si on jette une tâche, on n'en a pas le contrôle absolu, et cette part de hasard va m'obliger à ne pas rentrer dans une routine. Tout d'un coup, elle va me surprendre, il faut se laisser surprendre, et je crois qu'il faut aussi se laisser déborder par la peinture elle-même. Et ensuite, on rattrape, on jette, on garde, on suit des pistes qui elles-mêmes vont être modifiées par ce qui se passe en même temps que vous le faites. Je crois que c'est exactement comme... c'est assez proche de musiciens de jazz qui, évidemment, ont quelquefois une petite trame, quelquefois pas, mais qui vont pouvoir improviser parce que le moment, parce que le climat le demande. Alors je crois qu'en peinture, il faut aborder ça de la même façon, c'est-à-dire que c'est la peinture qui vous guide un peu. Tout d'un coup, elle vous fait un cadeau par hasard, et donc celui-là, vous allez le garder, et de temps en temps, elle vous fait une crasse que vous devez pouvoir jeter. C'est une sorte de canalisation de hasard. Et donc je crois qu'il faut constamment que ce soit dans cette chose-là. Ce n'est pas un projet qui doit être totalement défini et qu'on va suivre à la lettre. C'est une chose qui vous embarque un peu. Outre l'envie qu'il faut avoir en permanence de peindre, il faut, je crois, pour accepter de faire quelque chose en peinture, il faut savoir, je dirais surtout gérer l'échec. Parce qu'une peinture, à mon avis, est constamment quelque chose de relativement frustrant dans la mesure où lorsque vous avez terminé, vous devez quand même pouvoir vous dire qu'il est possible de faire mieux. Autrement dit, chaque fois qu'on a fini un tableau, il faut penser qu'on aurait pu faire autre chose, autrement, probablement mieux, ce qui vous donne l'envie de faire un autre tableau. Autrement dit, on n'est jamais dans une satisfaction totale par rapport à la peinture. Et je crois que si quelqu'un n'a pas en soi cette idée que c'est pas quelque chose qui est purement gratifiant, c'est quelque chose où au contraire génère forcément une certaine frustration qui vous amène à faire un autre tableau. Donc je crois que la qualité principale qu'il faut pour se livrer à une activité comme celle-là, c'est celle d'accepter que on n'est jamais satisfait d'une chose. Et que donc c'est ce degré d'insatisfaction qui vous amène à en faire un autre et à pousser constamment la chose. Alors ça, c'est d'abord peut-être la qualité principale qu'il faut avoir, c'est-à-dire avoir envie, accepter que de toute façon ce que l'on fait n'est jamais bien, et que c'est jamais satisfaisant. Le jour où on est satisfait, ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire. Et puis ensuite, je crois qu'il faut, comme dans tout, avoir de la chance et alors ça peut être 2 personnes, ça peut être 1 personne, mais c'est quand même très souvent important d'avoir un petit peu quelqu'un qui tout d'un coup dit là ce que vous faites c'est à peu près intéressant. Parce que la peinture c'est d'abord du regard. Donc si ce que vous faites n'est pas un regard nouveau sur votre environnement, sur les choses, si elle n'a rien d'original au sens où quand l'autre personne va découvrir un espace qu'il n'avait pas vu auparavant, eh ben, vous n'êtes pas un peintre et ça vous le saurez jamais. Les étoiles, un pirate, Absalom Blas Vindilo, mais son côté.